Michel Abervet, complètement sur la gauche. Bonjour à vous et merci d'être là. Michel Abervet, vous avez une bonne vision aussi, j'allais dire dans le temps, du secteur de l'IAE et de l'ESS. Également, vous êtes ancien professeur associé à l'Université Paris-Est. Et à vos côtés, Christian Dutertre, bonjour à vous également. Et merci d'être là. Vous allez tous les deux un peu débriefer cette journée à laquelle vous avez assisté avec, je le sais, beaucoup d'attention et nous donner un peu votre point de vue. Christian Dutertre, vous êtes économiste et on a bien besoin d'avoir vos lumières aussi. D'abord peut-être un mot, Michel Abervet, sur tout ce qui vient d'être dit et tout ce qui a été dit aujourd'hui. Oui. Moi, je suis moins que Claude Alfanzeri, mais un ancien, puisque en 92, j'ai fait un rapport qui s'appelait Chantier école état des lieux, qui était la première fois où on analysait ce que des centaines d'entre vous aviez inventé partout en France, chacun ayant la certitude d'avoir dans son coin inventé quelque chose d'unique. Et j'ai ensuite pris l'initiative d'organiser avec un petit groupe qui s'était mobilisé sur ce sujet les premières rencontres nationales des acteurs du chantier école à Roubaix en 1995. Et de temps en temps, je recroise des gens qui évoquent cette période héroïque sur ce point avec un peu de nostalgie. Petite parenthèse, pas tout à fait hors de propos. Ce travail, il avait été conduit dans le cadre du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, présidé pendant 10 ans par Claude Alfanzeri, qui était une instance où se réunissaient de façon institutionnelle l'État, les collectivités, les partenaires sociaux et les réseaux pour se confronter, parfois de façon un peu tendue sur ce sujet, mais dans un cadre défini. Et j'ai un peu de nostalgie par rapport à son remplacement par une nébuleuse du comité d'inclusion par l'emploi, dont je trouve quelques éléments dans la configuration de l'organisation de France Travail qui est suggérée. L'impression qu'il y a une paternité commune dans ce type de création de nébuleuse. Alors, cette petite parenthèse faite, les ACI, c'est quelque chose d'assez curieux, parce que c'est une politique, c'est une action, une démarche inventée par des acteurs, devenue une politique publique qui ne peut se mettre en œuvre que par les acteurs. Et ça, c'est assez curieux comme organisation. Le texte qui régit les ACI est venu très longtemps après que les acteurs l'aient inventé. Ils ont d'abord fait une charte, puis après, c'est devenu une procédure, c'est ce dont vous avez débattu aujourd'hui. Mais c'est toujours une action d'acteur. L'État vous dit ce qu'il attend, enfin une partie de l'État, celle du volet retour à l'emploi insertion, vous dit ce qu'il attend de vous et vous finance à ce titre, mais il ne sait pas le faire. Ce que vous faites, l'État ne peut le faire que parce que vous, acteurs, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire parce que vous savez associer une mobilisation citoyenne locale autour d'un certain nombre d'objectifs d'intérêt collectif avec des gens qui se sont transformés en chefs d'entreprise. Ils n'étaient pas a priori cette vocation, mais ils ont assumé ça. Et des gens qui se sont professionnalisés autour de ça, parce que s'il y a une chose qu'on peut acter, c'est qu'en 30 ans, la professionnalisation a quand même progressé. Il valait mieux, d'ailleurs, sur ce point. Et donc, ce que vous faites à travers ça, c'est que vous participez à construire des territoires vivants et vous impulsez des démarches collectives pour faire du commun. Mais c'est là où c'est très intéressant, c'est que l'État vous voit à travers le seul prisme de l'action d'insertion, alors que vous faites tous beaucoup d'autres choses. Sinon, vous ne sauriez pas faire de l'insertion s'il n'y avait pas les supports qui sont ceux de vos différentes activités.
Et vous avez prouvé que vous saviez faire du développement territorial, des alternatives dans la production, dans la transition écologique. Et si je reprends ce qu'a dit Claude Afandieri ce matin, je crois qu'il faut reprendre son incitation à la résistance. Résistance à l'instrumentalisation. Vous n'êtes pas des opérateurs de politique publique, que ce soit celle de l'État ou des collectivités. Ce qui ne veut pas dire que vous ne contractualisez pas les actions que vous menez, que cela fait l'objet de contrats et donc de financement liés à cela. Mais vous n'êtes pas l'opérateur d'une politique publique. Et il faut résister à cette tendance, à logique de la part des puissances publiques, à vous considérer comme des opérateurs. Vous n'êtes pas, et vous devez vous échapper de la dictature du marchand qui est la solution à tout. J'ai bien aimé ce qui a été dit tout à l'heure sur la différence entre le marchand et le lucratif. Il y a des choses que le marché n'a pas su inventer. C'est en général ça que vous avez réussi à faire. C'est des choses que le marché ne voulait pas faire. Alors après, le marché se défend et veut reprendre. C'est assez logique de ce point de vue. Mais après, il faut se battre, puis il faut réinventer d'autres choses ailleurs. Et donc, derrière, il y a bien une question de choix philosophique et politique. Vous n'êtes pas les acteurs de l'extension au champ du social, du champ sans limite du capitalisme. Vous êtes des combattants pour faire qu'il existe des secteurs qui n'ont pas vocation à devenir une source de profit. Et c'est sans doute pour ça que vous appartenez au secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, 3 points que j'ai retenus dans ce qui a été dit. Premièrement, 3 affirmations fortes. Premièrement, la nécessité de la coopération, même si on a vu que ce n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est plus facile à affirmer qu'à faire. Deuxièmement, cette appartenance à l'ESS doit se traduire aussi dans la dimension économique et ne doit pas être seulement une revendication de principe. Et troisièmement, surtout, n'oubliez pas que vous n'existez que parce qu'une mobilisation citoyenne fonde l'action que vous conduisez et que les ACI produisent autre chose que de l'insertion. Enfin, un petit codicile. Dans l'intervention de Thibault Guillet, je crois qu'il a dit le point qui est le plus dangereux pour vous. Le point le plus dangereux dans la loi qui se prépare, c'est l'affirmation de l'Académie France Travail qui vous déposséderait de votre capacité de formation de vos salariés, de vos cadres, pour les confier pour faire une technicisation de la formation sous l'égide de France, alors qu'il faut garder votre responsabilité pour que la formation de ceux qui travaillent dans les ACI soit d'abord une formation citoyenne, porteuse de sens. Merci. Merci Michel Abervé. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de répondre à une question que j'avais pour vous parce que vous avez passé le micro directement à Christian Dutertre. Mais peut-être tout à l'heure, ça sera intéressant de peut-être revenir vers vous un peu plus tard. Christian Dutertre, économiste, comment vous pouvez nous faire un rapport d'étonnement de tout ce que vous venez d'entendre ? Alors, mon premier propos va s'inscrire directement dans les vôtres. C'est-à-dire que le premier retour que je peux vous faire, la première sensation, la première émotion, c'est pas du tout d'être en contact avec un outil. Rien à voir avec ce truc-là. Mais vraiment, j'ai en face de moi, une partie de la société civile organisée, qui s'organise, qui pose le problème de son organisation dans une perspective politique. Ça n'a rien à voir avec un outil. Ça n'a rien à voir avec un instrument juridico, pas du tout. C'est une volonté politique. C'est un point absolument, pour moi, central, et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles, finalement, c'était passionnant, là, votre échange entre vous, c'était
très intéressé de vous écouter aussi, mais c'était passionnant d'entendre le point de vue de chacun qui s'est exprimé dans la phase précédente. On sentait qu'il y avait, à travers les points de vue, des points de vue différents, des expériences différentes, avec une même intention, mais malgré tout une diversité. Et cette salle a fonctionné de manière démocratique. Ce que j'appelle la démocratie sociétale. C'est-à-dire sur une forme où les uns et les autres, à partir de leur expérience, à partir de la volonté d'être ensemble, de construire ensemble, un devenir potentiel dans un certain nombre de territoires, le plus nombreux territoires possibles, en lien avec la transition écologique dont vous avez parlé, une volonté d'agir et de se constituer en force. Voilà. Alors, on ne va pas faire des concours d'âge, je ne suis pas non plus tout jeune, c'est un sentiment comme ça, d'élan, pour quelqu'un comme moi, qui est formidable. C'est mon premier retour. C'est pour ça que vous avez parlé à la fin de doctrine. Doctrine, c'est un mot qui revient, qui est très important. Doctrine, c'est ni une théorie, ni simplement l'expérience concrète, ce que les gens appellent le pragmatisme. Non. Ça s'appuie sur l'expérience. L'expérience est première, mais vous êtes dans une dynamique d'élaboration, de concepts, de méthodologie, de positionnement par rapport à l'État, avec des avancées, des reculs, des erreurs. Vous allez vous casser la figure, aussi un peu, j'espère pas trop. Mais à travers ça, vous construisez des formes de pensée, une analyse collective de la situation qui va vous donner une force, ou qui déjà vous donne une force, mais qui va grandir. Alors, quels sont les principaux points que j'ai observés en vous écoutant, cherchant à comprendre ce que chacun voulait dire et la différence entre ce que les gens signifient, en fait, ce qu'ils ont derrière la tête, qu'on appelle le signifiant. Il y a déjà le sujet de la coopération. Vous l'avez relevé, comme moi, c'est évident. Alors, Claude Alfandéry a commencé par cette question de la coopération. En parlant de l'économie de la coopération, c'est un terme, à vrai dire, économie de la coopération. Si vous regardez la littérature en économie, ce qu'on appelle les écrits, qui rendent courant de pensée en économie, c'est tout à fait récent. Hein. Ça n'existe pas. Bon, moi, ça appartient à un courant de pensée qui développe ce que j'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération, mais c'est tout à fait nouveau, cette question. C'est tout à fait nouveau. La coopération, si on fait économie de la coopération, ça s'oppose au quoi? À quoi? Ben, en fait, ça s'oppose à deux dimensions, deux héritages, avec lesquels nous sommes les uns et les autres, je pense vous, en vous écoutant, en contradiction. Bien entendu, on doit faire face, ou on est encore lié à l'économie marchande, à l'économie de marché. Ces histoires de prix, de vente, c'était présent dans vos échanges. Mais en même temps, l'économie de la coopération, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas le marché. Vous ne vendez pas sur un marché des cacahuètes, des poireaux, même bio. C'est pas ça qui se passe. Il se passe autre chose. Vous êtes dans le maraîchage bio, bien entendu, vous produisez des poireaux bio. Et au-delà, il y a beaucoup d'autres choses qui se lient. Perspective du territoire, la dimension éthique. Vous avez dit tout à l'heure, pas le bien mais le lien. Se construisent des liens. Se construisent quelque chose, quand on est, Dominique Elpars, des mangeurs, il parle du manger, quelque chose qui a à voir avec le culturel du goût, de la santé. De la santé physiologique, mais aussi de la santé mentale. Et donc, en réalité, en apparence, c'est un poireau. Mais en réalité, ce n'est pas du poireau. Bien sûr, la dimension poireau est là, je ne vais pas le nier. Mais c'est bien d'au-delà du poireau ce qui se joue. C'est une dimension qui dépasse bien le poireau. Et ça ne se vend pas. Ce que vous faites ne se vend pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de circulation monétaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la monnaie qui ne circulerait pas. Mais vous n'êtes pas dans le marché. Il y a quelque chose qui se passe, qui se traduit en partie par des engagements monétaires sans marché. Et c'est une erreur de penser que vous êtes dans le marché au sens strict du terme. Je comprends très bien que les communistes n'y comprennent rien. Il est d'un autre monde, ce monsieur. Il est complètement étranger à ce que l'on fait. Donc je comprends qu'ils ne comprennent rien. Mais quand on s'écoute, nous les uns les autres, on voit bien qu'il se joue là, dans l'engagement, quelque chose de bien plus puissant. Ce n'est pas l'économie marchande.
Ce n'est pas non plus l'économie publique, ce n'est pas non plus le service public. Et ce que j'allais te tutoyer. Ce que tu disais me convient très bien. Vous n'êtes pas un élément de l'appareil public. Vous êtes une partie de la société civile organisée dans des liens aux autres qui ne relèvent pas du public, peut-être du commun, peut-être de quelque chose qui renvoie à un commun collectif, commun territorial, qu'il faudrait mettre en discussion dans la doctrine, mais certainement pas du public. Et la tendance à vous instrumentaliser, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit que vous êtes un instrument, dans une logique publique qui en réalité est prise dans une politique libérale à l'heure actuelle, et qui donc, je ne vais pas développer mon analyse du discours du ministre, mais pour aller vite, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Malhonnêteté intellectuelle, ouais. Il rentre sur des choses où ils vont dans votre sens, et puis tout à fait à la fin, il exprime le fond de son affaire. Et vous êtes plusieurs à avoir souligné des feux rouges, des clignotants rouges, et vous avez eu tout à fait raison. Tout à fait à la fin, il revient sur le fond de sa pensée, de sa doctrine libérale et de ce qu'il cherche à mettre en place. Je ne suis pas là pour ça. Je suis pour revenir sur la coopération. Alors le problème de la coopération, c'est que vous avez une certaine expérience de la coopération interne à vos entreprises, parce que ce sont des entreprises. Cette coopération, comment dirais-je, elle mérite d'être étudiée, elle mériterait d'être approfondie, y compris dans le travail. Parce que coopérer dans le travail, c'est très compliqué. Coopérer dans le travail, c'est prendre en compte la contrainte de l'autre dans sa propre activité de travail. Écouter l'autre, te dire comme de l'autre. Voir comment on peut faire pour faciliter le travail de l'autre. Alors, ce type de coopération, ça demande au moins 3 choses. Si on veut aider l'autre, on a bien un projet commun. C'est ce qu'on appelle une visée politique commune. La coopération repose sur une visée politique commune qu'il faut préciser, qui évolue en fonction du temps, qui évolue en fonction des circonstances, comme celles que vous vivez aujourd'hui, par cette loi en travail. Il faut arriver à l'approfondir, à la préciser. Elle est absolument nécessaire pour développer la coopération à l'intérieur même d'une organisation. La deuxième dimension, c'est que ça repose sur des asymétries de compétences, d'autorité ou d'expérience. C'est contraire au mouvement actuel où tout le monde est égal, la parole de chacun est égale, tout le monde dit ce qu'il veut, c'est égal. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tout n'est pas égal. Tout ne se vaut pas. Tout le monde n'a pas la même autorité. Tout le monde n'a pas les mêmes arguments. Tout le monde n'a pas les mêmes expériences. Reconnaître l'asymétrie, et à travers cette asymétrie, reconnaître les complémentarités, y compris d'histoire, de complémentarité de génération. Reconnaître cette complémentarité est un élément essentiel de la coopération. Et la troisième dimension de la coopération, c'est le fait que, comme c'est difficile, on se trompe, on chute, on reprend, on fait des conneries, des choses qui ne vont pas. Il y a besoin de ce que j'appelle une organisation réflexive. C'est-à-dire une organisation qui instaure dans sa façon de travailler des moments réguliers, stables, où on prend le temps de revenir sur les difficultés qu'on a eues à travailler ensemble, sur les obstacles que l'on rencontre devant l'adversité de la vie, sur les difficultés personnelles et collectives. On en parle, on prend le temps d'en parler. Dans l'industrie, on dit souvent qu'il faut à peu près 20% d'investissement. Quelqu'un avait parlé d'investissement tout à l'heure. Moi, dans ma tête, il faut, dans le temps, à peu près 20% du temps en investissement réflexif, c'est-à-dire immatériel. Et mettez ça en place dans vos organisations. Les gens s'entendent, se comprennent. La santé, l'élan revient, la santé mentale est au rendez-vous. Parce que vous souffrez aussi. Vous, même si vous êtes directeur, directrice, je sais que vous souffrez. C'est très dur ce que vous faites. La reconnaissance n'est rarement au rendez-vous. Rarement au rendez-vous. Et quand certains d'entre vous ont dit tout au début, il faut se justifier
constamment se justifier, ça signifie que quelque part, la reconnaissance de votre engagement, de votre travail, la reconnaissance de tous les efforts que vous faites n'est pas installée. Il faut l'installer, déjà entre vous, et l'installer ensuite vis-à-vis de vos partenaires. La coopération, c'est quelque chose d'essentiel, mais elle repose sur la mise en place d'une organisation réflexive, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les milieux d'ailleurs de travail. Alors, si on va aller jusqu'au bout de ce que nous invitez à faire Claude Afanéry, une économie de la coopération. Attendez, c'est un peu autre chose encore. Une économie de la coopération. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va coopérer avec des partenaires qui ne sont pas, c'est pas à l'intérieur de notre organisation, avec d'autres. Alors le PTCE, puisqu'on a pris cet exemple-là, ou les écopoles alimentaires, que je connais assez bien, ou les écosystèmes coopératifs territorialisés, c'est des dispositifs territoriaux où on cherche à stabiliser les relations entre des entreprises. Généralement, toutes ne sont pas de l'ESS, justement pas, toutes ne sont pas de l'ESS. On intègre dedans généralement des chercheurs un peu comme moi, un peu bizarroïdes. On met dedans aussi des gens des territoires qui ont des responsabilités territoriales, mais un peu séquents par rapport au pouvoir public classique. Séquents. C'est-à-dire qu'ils admettent ce que vous dites, à savoir que le service, l'État est au service de la société, et pas la société au service de l'État. Il faudrait quand même renverser les relations, normalement. La dame qui a parlé là-haut en termes qui est née de Lorraine, peut-être partie, parce que j'ai un éclairage un peu compliqué, vous voyez tout à fait juste. Oui, vous n'êtes pas au service de l'État, c'est l'État qui est au service de la société civile. Pas la même chose, pas du tout la même chose. Là aussi, c'est une asymétrie. Et revenir sur ces éléments me paraît essentiel. Simplement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe pour l'essentiel. Alors, je suis trop long, vous me passionnez, alors ça vient comme ça, si vous voulez. Mais, encore deux mots, d'accord? Encore deux mots. Vous voyez, cette économie de la coopération, elle ne nous invite pas seulement à parler de travail, elle parle des relations hors marché. Mais si vous faites des relations hors marché, à ce moment-là, tout se redéploie. Quelles sont les conventions d'engagement? C'est quoi les conventions monétaires? Quelle qualité de service et de bien on s'attend? Comment l'activité que vous avez dans les territoires a, c'est un peu jargonneux au niveau économique, on appelle des externalités positives, des effets positifs sur d'autres dimensions du territoire. Comment vous créez de la valeur? Pas seulement pour vous-même, pas seulement par ceux avec qui vous travaillez directement, mais avec le territoire. Alors là, vous voyez, vous êtes en train de déplacer considérablement la façon dont on envisage la dynamique économique, la question du développement. Vous êtes en train de refonder des éléments essentiels, pour moi, du devenir, pas seulement de vous, de l'ensemble de la dynamique économique. Et il y a donc besoin de revenir sur ce que vous appelez économique. Économique n'est pas que le monétaire. On a eu 40 ans de libéralisme, 40 ans d'acteurs financiers qui n'ont pas arrêté de nous dire que l'économie, c'était le monétaire, que quand on dit économie, c'est le monétaire. Mais non! L'économie, c'est d'abord le travail. Excusez-moi, hein, la monnaie, n'a jamais rien créé. Hein. Tout ça, c'est le fruit du travail. Ou de régulation écologique territoriale. La qualité de l'eau, c'est la qualité de l'infiltration dans le sol. La qualité de l'air, c'est... Bon, je ne vais pas revenir sur les questions écologiques. Les trames vertes et bleues permettent de renouveler la question de la biodiversité. Mais dans l'articulation entre ces régulations écologiques et la question du travail, là est l'essence de la création de valeur. Il n'y en a pas d'autre. L'économie, c'est d'abord ça. Et puis l'économie, c'est quels sont les liens? Dans quel rapport? Des rapports de domination, des rapports d'émancipation, des rapports d'exploitation, des rapports de partage, des rapports d'aliénation, c'est d'incompréhension du monde. Enfumer les autres. Notre ministre, ici, il aliène. Il a des discours aliénés, lui-même d'ailleurs, mais il cherche à aliéner les autres. Il vous enfume, excusez-moi l'expression. Il passe la main dans le dos, et après, hop, il glisse le truc. Après, on est comme ça, hein, on est un peu perdu. Bon.
c'est de la communication aliénante. Alors, comment on se bagarre contre cette aliénation? Quels sont les outils de constitution d'une doctrine? C'est un rapport au réel, un rapport aux gens vrais. Pas des trucs en zoom ou des machins comme ça. Les gens vrais, avec leur histoire, vous regardez cet homme, il est beau. Ah oui, t'es magnifique, mon vieux. T'es magnifique, quand je te vois là, je suis ravi, je suis super ravi. C'est beau. Pas à discuter, pour voir. C'est comme ça que je le vis. C'est l'ensemble de ces questions qui fait l'économie. Alors, troisième point, puis j'ai fini. La question démocratique. Vous voyez bien qu'on est dans une situation où la démocratie représentative et parlementaire est en grande difficulté. Grande difficulté, et assez angoissante. Hein. Comme moi, je pense. Sur le libéralisme, l'autoritarisme qui s'affiche avec le parlementarisme, et à nos portes. Et la démocratie sociale ne va pas beaucoup mieux. Quand vous vous rendez compte que dans ce pays, tous les syndicats étaient d'accord contre cette retraite, des millions de personnes sont dans la rue, et d'autre part, les sondages qui, malgré tout, quand il y a derrière des gens dans la rue, expriment quand même quelque chose. Donc, il y a une incompréhension au minimum, voire un refus social de cette retraite qui passe en force. Passe en force. Il y a un problème majeur du rapport entre la démocratie parlementaire et la démocratie sociale. On ne peut pas les réformer de l'intérieur, ces choses-là, comme ça. Beaucoup de gens s'y sont cassés le dos, moi le premier d'ailleurs, dans la période entre les années 70 et les années actuelles. Et maintenant, moi, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que si nous souhaitons aller dans le sens dont vous parlez, c'est-à-dire dans cette transformation sociale, économique et sociale, cette transition, en fait, il y a une transition économique également, ça passe par une troisième dimension de la démocratie, ce que j'appelle la démocratie sociétale, c'est-à-dire la démocratie en acte, dans la façon dont chacun d'entre nous, et collectivement, nous sommes engagés dans le travail sur des arbitrages qui ont du sens, et d'autre part, dans notre façon de vivre avec l'autre, de consommer des formes de liens aux autres et de consommer qui ont du sens. Discutons ça, mais c'est ce que vous faites. Là, pour moi, c'est une expression de ça. Il faut un peu l'organiser quand même. Il faut un peu la développer. Et travailler aux formes possibles vis-à-vis des autres formes de la démocratie, sans se laisser soumettre aux ministres, aux commissaires. J'ai l'impression de voir Macron, moi. Bon, toute cette la politique de la communication, si vous voulez. Quel lien on fait, quel lien on ne fait pas, mais ça passe par une force autonome, une force de conviction, une détermination inscrite, incarnée par des femmes, par des hommes et par des gens engagés, comme vous l'êtes, dans vos territoires, l'insertion étant le levier, la réalité étant l'ensemble des services et des produits que vous apportez et des réponses que vous apportez au développement des territoires. Je vous remercie beaucoup. J'ai été passionné par vous écouter. Merci. Merci pour ces encouragements et pour ces pistes de réflexion. Merci beaucoup, Christian Dutertre. Merci aussi, Michel Abervet. Le temps. J'ai un dernier mot. Allez-y. Dernier. Non, ça m'intéresse tellement de continuer avec vous que moi, je vous propose de nous revoir en septembre. En tout cas, je suis prêt à travailler avec vous en septembre, et sur cette question de la coopération en particulier, et sur cette question démocratique et démocratie sociétale. Je serais ravi de faire ça avec vous. On serait aussi ravis. On va passer le mot à Laurent Binet qui va conclure cette journée dans un instant. Laurent Binet, le président du CORAS, qui aura le dernier mot. Et puis on attend aussi Florentin Letissier. Il est là. Et ben on va le faire monter sur scène. Adjoint à la mairie de Paris sur les questions de l'ESS. Voilà, il va arriver. Je n'oublie pas, Julien.
Je n'oublie pas la vidéo. Bonjour, merci Florentin Letissier de nous rejoindre et de venir nous peut-être donner quelques encouragements aussi, comme vient de le faire Christian Dutertre. Avant de passer le micro à Laurent Binet, c'est peut-être à votre tour de le faire et de nous donner votre point de vue sur l'IAE et sur les ateliers chantiers d'insertion que vous soutenez à Paris. Bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les quelques interventions depuis que je suis arrivé. Pour vous dire déjà deux choses. Au plan, évidemment, de la ville de Paris, donc moi, je suis en charge des sujets d'économie sociale et solidaire, notamment, et donc de l'insertion. On a la volonté de soutenir très fortement tous les acteurs de l'insertion par l'activité économique et notamment donc les chantiers d'insertion. Ça se traduit très concrètement par une trajectoire budgétaire en hausse constante depuis le début de la mandature avec l'objectif sur les 6 ans de la mandature municipale 2020-2026 de doubler l'enveloppe que la ville de Paris alloue aux aides au poste pour l'insertion par l'activité économique. Donc, vous savez, je pense, comment ça se passe. Hein, l'État finance et puis nous, on vient en complément. Et c'est important de le faire aussi parce qu'à Paris, évidemment, il y a un contexte économique parfois plus difficile que dans d'autres territoires parce que notamment le prix du foncier, le prix des locaux, le prix aussi d'un certain nombre de matériaux, enfin le coût de la vie est plus élevé. Et donc, c'est important pour nous de soutenir la dynamique de l'insertion. On a aujourd'hui 40 ateliers chantiers d'insertion sur Paris. On voit bien la pertinence et le positionnement des ACI dans le monde de l'insertion par l'activité économique, donc à accompagner des personnes vraiment éloignées de l'emploi avec pas seulement justement un accompagnement très centré sur les compétences professionnelles, mais tout un accompagnement autour de remise en confiance de la personne. Moi, c'est ce qui me frappe quand je vais visiter les différents acteurs, c'est qu'il y a vraiment ce souci de la personne, quoi. On est en interaction avec la personne et vraiment la base de la base, c'est la remise en confiance, hein, parce qu'on est sur des gens qui sont très, très, très abîmés parfois. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Donc évidemment, c'est aussi pour ça que je suis heureux que vous me donniez quelques minutes parce que la ville est vraiment soutien. Et puis, on a aussi un plaidoyer au plan national, et ça, c'est important de le dire. Dans le contexte aussi actuel, on voit bien que l'État est flou. L'État est flou sur les perspectives qui vont être données au monde de l'insertion, et ça, c'est dangereux. Et moi, en tant qu'élu local, j'en vois d'ores et déjà les dégâts sur le secteur de l'insertion par l'activité économique. Parce que quand on veut travailler, justement, nous, en tant que collectivité, pour aller plus loin, par exemple, sur les sujets d'économie circulaire, où les acteurs de l'insertion sont déjà bien engagés, hein, tout ce qui est les écosystèmes de la réparation, du réemploi, les ressourceries, etc., les acteurs disent, mais nous, on a envie, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir en fait dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, il n'y a plus les moyens de se projeter, et y compris en termes de dynamique de création de postes. Et donc, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce que nous, sur notre territoire, on a quand même... On dit que Paris est une ville riche. Oui, Paris est une ville riche, mais surtout, Paris est une ville aussi très inégalitaire. Et on a des quartiers, aujourd'hui, notamment nos quartiers politiques de la ville, on a des indicateurs économiques qui se sont dégradés fortement depuis la période de Covid. Et donc, nous... Ce monde de l'insertion, il est indispensable pour répondre à un certain nombre d'enjeux sociaux. Donc, dans un moment où les signaux qui sont envoyés sur le RSA, on dit que le gouvernement, un certain nombre de représentants de l'État disent on va conditionner à des heures. Alors, on ne sait pas de quoi. Des heures de quoi? D'accompagnement. C'est extrêmement flou. Sur une aide qui, quand même, devrait demeurer inconditionnelle. C'est-à-dire qu'à la base, Michel Rocard, quand il crée le RMI, il me semble, c'est de dire c'est un instrument de lutte contre la pauvreté, c'est inconditionnel. Donc ça doit rester inconditionnel, et c'est pour ça qu'il y a des collectivités d'ailleurs qui sont désengagées d'un certain nombre d'expérimentations sur le RSA parce qu'ils voient bien ce qui est en train peut-être d'arriver. Et donc simplement pour vous dire, pour ne pas être trop long, que nous en tant que collectivité, avec d'autres, je pense notamment au département de Seine-Saint-Denis qui est aussi très engagé dans la défense des missions de l'insertion et des acteurs d'insertion, on va continuer à nous engager, on va faire des tribunes, on va faire des interventions dans la presse, dans les médias, et on va essayer de mettre au maximum la pression pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites et qu'il puisse y avoir aussi des perspectives de développement pour la suite. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Florentin Letissier, peut-être bientôt un 41e chantier à Paris, je ne sais pas, il y a un projet de chantier radio qui n'attend qu'une signature de la Driette. Mais la mairie nous soutient. Donc merci, L'Onde Porteuse, voilà, merci beaucoup. Ça fait la 2e fois que je fais de la pub pour L'Onde Porteuse, désolé. Mais après tout, pourquoi je n'interviendrai pas non plus
On va laisser le mot de la fin à Laurent Binet, le président du CORAS. Avant ça, vous l'avez vu tout à l'heure, Julien Hadin insiste beaucoup pour que je vous parle d'une vidéo qu'il a tournée, une interview de Jérôme Sadier, qui est le président d'ESS France, qui répond à des questions donc, de Julien Hadin. Et c'est un point de vue très intéressant sur l'appartenance de l'IAE, et donc des ACI, mais de l'IAE au secteur de l'ESS. Donc on est bien dans le débat. Laurent Binet, c'est à vous que revient la charge de terminer, de clôturer cette journée. Merci Benoît, merci Florentin pour ces mots, pour le soutien de la ville de Paris sur un autre secteur, pour l'accueil. Merci aussi d'avoir fait la transition, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu enchaîner derrière les propos de nos deux grands témoins. Donc la conclusion, c'est d'abord l'heure des remerciements. Donc déjà, merci à tous les participants à cette ACI Pride. Voilà, moi je suis très très content en tout cas d'y avoir participé. Merci nécessairement aux 6 réseaux. Ça vaut toujours la peine de les nommer. Donc Chantier École, Cocagne, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de la solidarité, le Mouvement des régies et CORAS. Merci à tous mes collègues présidents de ces réseaux-là, parce qu'on est quelques-uns et tous à être moteurs dans une nouvelle dynamique de l'interréseau au niveau national à travers le collectif IAE, une nouvelle dynamique qui est plus collaborative, plus coopérative, et je retiens effectivement les points de méthode qui nous imposeront, si on veut que cette dynamique dure, d'avoir des temps de réflexivité. Alors, on a déjà commencé à les avoir un petit peu, donc je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie-là, parce que c'est pas facile, parce qu'on fait tous des erreurs, parce que voilà, c'est la vie et qu'il faut s'inspirer des expériences de la vie. Cette nouvelle dynamique, je pense qu'elle est extrêmement importante. On en a une matérialisation, une concrétisation aujourd'hui, parce que je pense qu'on doit jouer collectif aujourd'hui, nécessairement face aux enjeux actuels, face aux menaces, face aux opportunités aussi, et que vraiment je suis convaincu qu'il n'y a absolument aucune autre voie possible. Donc c'est une satisfaction, mais c'est aussi un appel à poursuivre, à continuer et à rien lâcher sur la question. Peut-être demain un PTCE des réseaux, je sais pas, on peut, voilà. Et puis merci à vous toutes et à vous tous. Moi, cette mobilisation, elle m'impressionne. Merci pour votre participation dans un processus qu'on a voulu le plus ouvert possible, intégrant la parole de chacune et de chacun. Et pour paraphraser le slogan du dernier congrès CORAS, je crois qu'on peut dire « Nous sommes là ». Voilà. Cette mobilisation puissante, elle nous oblige. Et en tout cas, notre responsabilité, je parle au nom de mes 5 autres collègues, notre responsabilité, et nous l'assumerons, c'est d'en faire quelque chose et de donner suite à cette force, à cette puissance. Voilà. Alors les suites, rapidement, qu'est-ce qu'elles peuvent être ? Elles peuvent être... on a un enjeu immédiat, urgent, qui est de travailler au PLF 2024 et de travailler à ce que les crédits 2024 soient d'une autre ampleur, d'une autre ambition que ceux de cette année. Donc on va se retrouver, je l'espère, très 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 vite avec le cabinet du ministre pour discuter de ces sujets-là. Le calendrier avance et les dates, pour l'instant, tardent un peu à arriver. Donc il faut vraiment qu'on mette la pression là-dessus. Le deuxième point, il y en a 5, ça ne va pas être très, 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 très long, mais le deuxième point, c'est tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tout ce qui s'est exprimé d'une manière ou d'une autre, les témoignages, les interventions, les indignations, les inquiétudes, les propositions, c'est qu'on va les capitaliser. Tout a été noté, enregistré par les collègues des différents réseaux. Donc ce qui s'est dit, partagé aujourd'hui doit être accessible à tout le monde parce qu'on va s'en resservir et ça va nous servir de point d'appui dans notre argumentaire et dans les négociations à venir. Voilà. Le troisième point, c'est l'engagement de chacun des réseaux à poursuivre
ces échanges, ces débats autour de la question des ateliers chantiers d'insertion lors de nos événements et manifestations respectives ou partagées tout au long de l'année. La quatrième, c'est la perspective entre octobre et décembre d'organiser des temps d'échange et de mobilisation autour des ACI et plus largement autour de l'IAE, en lien avec la question de la feuille de route négociée avec le ministre. C'est-à-dire qu'on veut continuer ce processus ascendant qui fait que ce qu'on va discuter avec le ministre et son équipe, ce soit la traduction de ce qui se passe, de ce que vous vivez, de vos expériences, de vos vécus. Donc on va relayer tout ça à travers des déclinaisons en région, à travers, pourquoi pas, des visites aussi de terrain dans nos structures, dans vos structures. Donc tout ça, ça va égrener le deuxième semestre. D'ailleurs, feuille de route 2024, ça me fait penser au fait que je pense qu'on va attentivement visionner le replay de la dernière intervention du ministre, parce que je pense qu'il faut qu'on analyse tous les mots et qu'on soit bien sûr de ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, ça va nécessiter des questions de précision et de clarification qu'on va transmettre très très vite au cabinet. Voilà, ces rencontres du deuxième semestre qui vont nous alimenter aussi au national et en région, c'est indispensable parce que ça permet d'être au contact des acteurs que nous sommes et puis d'aller à la rencontre des personnes qui font vivre cet espoir d'une société de plus grande justice et de dignité. Et puis le cinquième point des suites, c'est l'engagement d'organiser un événement de revoyure, on pourrait dire en janvier-février 2024, pourquoi pas ici même, pour faire le point ensemble de ce qui a été fait depuis cette date d'aujourd'hui, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui reste à faire pour les ACI et puis plus largement pour l'IAE. Un immense merci à vous tous. Un colossal merci à celles et ceux qui ont rendu cette journée possible et qui en ont fait un succès, particulièrement les collaborateurs salariés des 6 réseaux. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Un grand merci à notre animateur, Benoît, et à l'onde porteuse. D'ailleurs, ça pourrait être une belle baseline pour ce mouvement, cette énergie. Voilà, moi, j'aime bien l'idée de l'onde porteuse. Ça veut dire que ça se suit, il y a de l'énergie et ça porte des choses. Donc, merci beaucoup, Benoît. Et puis, un immense merci rempli de gratitude profonde à Claude Alfandéry, bien sûr. Et puis, bonne route, bon retour dans vos territoires, dans nos territoires, parce que je suis aussi concerné. Je retourne dans les Alpes. Continuons à réinventer le poireau. Et puis, à très vite.